Bonjour, chers téléspectateurs du Sud Central. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur notre chaîne. La semaine passée, nous avons discuté de quelques sujets, notamment sur la reprise des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 est de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurgence du M23. Nous continuons toujours dans la même logique de notre émission de la semaine passée. Nous nous sommes beaucoup posé des questions et à travers nos épisodes, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous laisser visionner cette vidéo. Et cette vidéo nous permettra d'avoir une certaine idée et nous donnera aussi la suite de notre discussion. Suivons. Excellences, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellences, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, Monsieur Paul Kagame, en République démocratique du Congo. Alors, depuis hier, vous aviez commencé une rencontre bilatérale qui a eu lieu, ou on va dire qui a commencé à Rubavu, au Rwanda, où vous aviez reçu son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, qui a été visiter la zone sinistrée par le volcan, ou on va dire l'éruption du volcan Nyiragongo. Vous avez également eu une séance de travail, un tête-à-tête, à huis clos. Alors aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Vous êtes allé plus loin, Monsieur le Président Paul Kagame. Vous avez été visiter également la zone sinistrée en République démocratique du Congo. Vous êtes allé jusqu'à Kibati, au mont Nyiragongo, visiter cette population sinistrée. Alors, Monsieur le Président Paul Kagame, la première question est de savoir, parce que aujourd'hui, vous avez les deux populations du Rwanda et de la RDC, qui vous suivent au travers de nos médias, donc la radio-télévision nationale congolaise et la radio nationale rwandaise. Ils vous suivent en direct en tout cas. Quel est votre message, Monsieur le Président de la République du Rwanda? C'est en grande pompe que le président congolais Félix Tshisekedi reçoit son homologue rwandais Paul Kagame à Goma dans le Nord Kivu. Au programme, signature d'accords commerciaux et d'une convention contre l'évasion fiscale avec un mot d'ordre, coopération. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques. Un mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, le président Paul Kagame a présenté ses condoléances aux victimes de la catastrophe. Le Rwanda est prêt à aider et à s'associer avec la RDC selon ses moyens pour relever ce défi. Mais nous n'en discuterons pas publiquement tant que le plan n'est pas plus avancé. Je parle de la volonté des deux pays à coopérer et de la volonté de faire notre part, quelle qu'elle soit, pour s'attaquer aux problèmes. C'est aussi en privé que les chefs d'État doivent évoquer les propos chocs de Paul Kagame. Interrogé par les médias français France 24 et RFI au sujet des graves atteintes aux droits humains commises dans l'Est de la RDC entre 1993 et 2003, le président rwandais avait déclaré « Mais il n'y a pas eu de crime. » À l'Est de la RDC ? Non, absolument pas. Très vite, la polémique enfle. Début juin à Bukavu, des centaines de manifestants exigent des excuses officielles et accusent Paul Kagame de négationnisme. Aujourd'hui, la société civile est à bout. Nous sommes fatigués
Et ce que nous avons toujours pointé du doigt, c'est toujours les Rwandais. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que ce n'est pas la première fois. Il y avait aussi des rencontres avec même les présidents qui étaient avant. Et ils se parlaient peut-être face à face, mais aucune solution que nous, on observait, que nous, on vivait. Face à la colère, le ministre rwandais des Affaires étrangères avait répondu sur Twitter. Il y a confusion sur ce que le président Kagame a dit sur le rapport Mapping. Il a fait valoir que le rapport est utilisé pour accuser à tort certains individus ou pays afin de faire avancer la théorie du double génocide. Malgré les sujets qui fâchent, le président Félix Tshisekedi promet de nouveaux accords entre la RDC et le Rwanda. Merci pour votre temps et votre patience. Nous revoilà encore dans nos studios, sur notre plateau du Sud Central. Vous savez, mon père me dit souvent que le futur est toujours prévisible. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain, en bien ou en mal. Aussi, souvent, vous terminez comme vous avez commencé. Avant de commencer quelque chose, pensez d'abord à sa fin. Dans ce résumé illustratif, la vidéo que nous venons de visionner montre déjà que le démarrage est semé d'embûches. À travers une chronologie, je veux vous démontrer que la rapidité avec laquelle certains événements se sont déroulés et la succession des décisions prises par les deux parties laissaient déjà présager l'échec total de ces accords, qui, à ce jour, d'ailleurs, restent vagues et opaques pour le commun des mortels. Dans cette vidéo, le président Félix Tshisekedi exprime son désir de partager la paix et l'amour. Et il ajoute à ça des échanges fraternels et surtout économiques avec le Rwanda. Quant au président Paul Kagame, il affirme que le Rwanda est prêt, dans la limite de ses moyens, à aider la RDC à relever ces défis. Il souligne toutefois qu'il est impossible d'en discuter publiquement tant que le plan n'est pas plus abouti et qu'il n'existe pas encore de réelle volonté de coopération ni d'engagement de part et d'autre. Déjà là, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui nous échappe. De quoi parle-t-il? De quoi s'agit-il? Quel est le contenu de ces accords? Voyons la chronologie des événements. Le 30 décembre 2018, ce sont les élections générales en République démocratique du Congo. 3 scrutins ont lieu en même temps. L'élection présidentielle, les élections législatives et les élections provinciales. Nous sommes le 30 décembre 2018. Le 19 janvier 2019, c'est-à-dire même pas un mois plus tard, quelques semaines plus tard, avant même la prestation de serment de Tshisekedi, il reçoit à Kinshasa la ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie, à l'époque Soraya Hakuziyaremye, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta. Direct. Il n'a même pas encore fait 3 mois, 4 mois au pouvoir. Il reçoit les 2 personnalités, c'est-à-dire la ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi prête serment et devient le 5e président de la République démocratique du Congo. Même pas 3 mois plus tard, le 12 mars 2019,
Vital Kamerhe et Fortunat Bisselele se rendent à Kigali, au Rwanda. Et le 12 mars, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 et le 12 mars 2019, Vital Kamerhe et Fortunat Bisselele se rendent à Kigali. Le 11 mai, c'est-à-dire 2 mois plus tard, le général Patrick Nyamvumba rend visite au président Tshisekedi et s'entretient avec lui au sujet de la coopération militaire. Ici, il s'agit d'une coopération militaire. Le 31 mai 2019, nous savons tout ce qui s'est passé. C'était les obsèques du défunt d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi, le papa de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aussi, une réunion tripartite se tiendra à Ntsele avec le président Tshisekedi, Kagame et Lorenzo de l'Angola. On est le 31 mai 2019. Du 9 juin au 10 juin, la première dame séjourne à Kigali. Elle est en tourisme. Il passe de bons moments à Kigali. Du 9 juin au 10 juin 2019. On est toujours en 2019. Félix n'a pas encore fait plus d'1 an au pouvoir. Le 6 septembre 2019, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi s'installe. Il est dirigé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui n'a pas fait long feu à ses postes. On est le 6 septembre 2019. Le 18 septembre 2019, c'est-à-dire, je dirais même, entre le 17 et le 18 septembre 2019, un événement majeur va se passer en RDC. L'armée congolaise annonce que ses forces ont tué Sylvestre Mudachumura, commandant des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Vous les connaissez tous. Maintenant, ils font partie du quotidien de la politique congolaise et rwandaise, parce qu'ils font débat. Il y a un débat pour les désarmer, soit disant qu'ils sont partie intégrante maintenant des FARDC. Il n'y a pas que lui, mais avant lui, ses proches lieutenants ont été tués la nuit précédente. Ça, c'est le 18 septembre 2019. Tout ça se passe en 2019. Je récapitule. Le 19 janvier 2019, avant même la prestation des serments, Tshisekedi reçoit à Kinshasa la ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie à l'époque, Soraya Hakuziyaremye, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le 18 septembre, non, avant ça, le 11 mai 2019, le général Patrick Nyamvumba rend visite au président Tshisekedi pour discuter de la coopération militaire. Le 18 septembre 2019, M. Sylvestre Mudachumura est assassiné. Il se trouve vers Rutshuru, où un commando va chez lui le trouver de prendre son petit déjeuner et vont
le criblé de balles. À ce moment-là, tout va bien avec le Rwanda. Là, on quitte l'année 2019. Vous voyez, toutes les choses qui ont été faites en 2019. Vous ne pouvez pas faire toutes ces choses de cette façon, de cette manière, s'il n'y a pas eu de contact bien avant. Avec les personnes avec qui vous traitez et vous voulez signer des accords. En octobre 2020, la présidence de Félix Tshisekedi accueille à Kinshasa. Ça, maintenant, c'est en 2020, après l'assassinat de Sylvestre Mudachumura. Donc, Mudachumura est assassiné, je regarde mes notes, le 18 septembre 2019, presque un an plus tard, en octobre 2020, la présidence de Félix Tshisekedi accueille à Kinshasa pendant près de 14 mois une délégation de membres importants du M23, chargés de négocier les modalités de leur reddition. Là, on parle de reddition. Et c'est l'ex-vice-premier ministre Gilbert Kankonde Malamba qui va solliciter un montant de 1,3 million de dollars pour amener bien sa mission. Ici, il faut chercher à savoir entre septembre 2019 et octobre 2020 ce qui s'est passé. Parce que là, il y a très peu d'événements publics. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites underground et derrière le rideau, dont beaucoup de gens n'étaient pas au courant et ne savaient pas exactement ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que les Claudie Balanké et consorts sont en train de faire leur boulot. Vous vous souvenez très bien que quelqu'un m'a rapporté que le président Félix Tshisekedi avait appelé un journaliste ougandais lui demandant de lui mettre en contact avec le M23 El Kampala. Parce qu'il y avait deux ailes, comme je les avais expliqué. Il y avait l'aile Kampala, dirigée par le commandant Makenga, et l'aile Kigali, qui était dirigée par le commandant Ntaganda. Aujourd'hui, il se retrouve à la Cour pénale internationale. Ce journaliste va faciliter les contacts directs avec l'équipe de Félix Tshisekedi qui se trouvait encore à Bruxelles. Si vous avez suivi l'émission de Mama Bibi, l'interview qu'il a eue avec Willy Ngoma, vous allez bien comprendre ce que j'ai dit. Dans le passé, Papa Étienne Tshisekedi avec un certain groupe armé avait fait une alliance et collaboré ensemble. Comme son parti n'avait pas une branche armée et qu'il était très important d'en avoir une, alors le défunt Étienne Tshisekedi décida de s'allier avec le RCD.
Je pense que Willy Ngoma et les anciens membres de l'UDPS l'expliqueront mieux que moi. Et nous étions au courant de tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, en Belgique et parfois à Paris, en France. L'UDPS a toujours été en contact avec le Rwanda depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, si vous connaissez le général Ilunga, il était basé à Gisenyi. C'était au Rwanda, à l'époque. Je pense que c'est là aussi qu'il il est tombé malade et puis il nous quitta. Donc l'IDPS a eu toujours de bonnes relations avec le Rwanda. Mais ici, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cette relation passe des déclarations d'amour à des coups de poing. Comme je vous le disais, en octobre 2020, à travers tous ces envoyés de Félix Tshisekedi, le M23 va déléguer quelques personnes à Kinshasa pour aller discuter de certaines modalités. Et comme ils étaient sous sanction, et comme Félix Tshisekedi venait de prendre le pouvoir, et que le président Joseph Kabila les avait tous chassés des territoires de la RDC, et comme Félix Tshisekedi avait besoin de ses services, il devait en discuter et parler des modalités de leur reddition et de leur retour en RDC. Et c'est le vice-premier ministre Gilbert Kankondé qui sera en charge de mener à bien cette mission. Nous sommes en 2020. Et après, comme la vidéo nous le montre, du 25 au 26 juin 2021, donc à peu près 8 mois plus tard, il y a une rencontre bilatérale à Goma et à Rubavu/Gisenyi. Celle que vous avez vue dans la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre? Parce que c'est après cette rencontre que le M23, plus tard, entrant en guerre contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais ici, je voudrais apporter une précision ou éclairer la lanterne de certaines personnes. Quand tout ça se passe, il y a 3 entités. Il y a le président Paul Kagame, il y a le M23 et il y a Corneille Nangaa. Avec le 3, le président Félix va avoir des accords avec eux. Corneille Nangaa étant sous sanction des Américains, il n'a plus accès à sa bourse, il n'a plus accès à ses carrières minières, il n'a accès à rien, plus rien. Mais comme il y a un deal, nous tous nous savons ce qui s'est passé pendant les élections,
il demande protection au président de la République nouvellement élu, de lui garantir de sa sécurité et de sa survie économique. 2. Le M23, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, le président Félix Tshisekedi est en contact avec le M23 El Kampala. Et les deals précisent que ils lui porteront protection, ils vont lui garantir la protection, et que lui aussi, il va le garantir le retour dans la gestion du pays. Le président Félix le fait parce que il a besoin d'eux. Il n'a pas d'autre armée. Et si je veux vous faire comprendre ou bien vous apporter une précision qui n'est pas vraiment une précision, que déjà avec le papa Étienne Tshisekedi, il y avait des contacts avec le M23. Parce que le M23 était le bras armé de l'UDPS. Et comme le papa était parti, et que c'était lui qui était en contact souvent avec les leaders du M23, il fallait que le fils, Félix Tshisekedi, puisse reprendre le contact qu'avait laissé son père. C'est ainsi qu'il va prendre le contact avec le M23, fraternellement, pour que le M23 lui assure protection et sécurité une fois arrivé au pouvoir, parce qu'il n'avait pas confiance à la structure politico-militaire qu'avait laissé Joseph Kabila. Et le M23 avait accepté de le faire, à condition qu'il partage la gestion du pays, selon ce qu'on nous a apporté ou rapporté. Les deux parties étaient d'accord. Troisième personnage, c'est le président Kagame. Lui déjà, avec ses affaires avec le Qatar, il est déjà présent au Congo dans le business. Parce que la vérité est que le Rwanda ne peut pas survivre sans le Congo, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. C'est un pays enclavé qui a besoin de certaines ressources qui doivent venir de l'extérieur. Avec une densité de population très élevée dans la région, il ne peut que exporter des immigrés et surtout s'approvisionner en certaines ressources chez ses voisins. Tout se passait bien. Je pense qu'avec Joseph Kabila, ils avaient tout mis en place. Il fallait renouveler ces accords avec Félix Tshisekedi. C'est là où on parle de cette rencontre qu'on a appelée la rencontre bilatérale à Goma et à Rubavu, qui consistait au fait à renouveler ces accords. Et là aussi, il s'agissait d'une carrière minière, d'une concession minière qui se trouve de l'autre côté du Rwanda, en RDC. Donc, le président Félix Tshisekedi va passer un deal avec 3 individus ou entités différentes.
Le M23 arrive à Kinshasa. À ce moment-là, j'observe je me demande ce qui va se passer. Mais avec certaines personnes dans notre groupe d'observation et d'action stratégique des régions des Grands Lacs, on pouvait bien prédire ce qui va suivre. Je savais que le M23 n'aura rien et ne pourra pas rester longtemps ni partager le pouvoir ou certaines responsabilités avec Félix. Félix étant un monsieur qui a grandi en Belgique, qui a grandi dans un certain écosystème, habitué à certaines pratiques, une certaine philosophie, je ne voyais pas comment il pouvait tolérer être à côté du M23 et de Joseph Kabila. Et plus tard, il va sortir un mot dont personne ne faisait pas vraiment beaucoup attention. Peut-être qu'il ne le prenait pas au sérieux. Il va dire qu'il va déboulonner. Et les gens n'ont pas compris ce que cela veut dire. Mais des personnes averties comprenaient ce qui allait suivre. Et ce que nous voyons aujourd'hui. Avec une équipe, pendant que le M23 est à Kinshasa, on est en train de le mener en bourrique, Félix Tshisekedi lui prépare une équipe qui sera formée dans le renseignement, dans le contrôle des institutions publiques. Il va les envoyer dans certains pays pour des formations en termes de espionnage, de sûreté. Et tout ça, on suit. Et arrivé à un moment donné, après avoir créé son environnement, et ce qui est tout à fait normal. Je connaissais très bien Mouzé Kabila. Je le connaissais très bien. Mouzé Kabila a fait la même chose. Mais ça lui a coûté très cher. Les gens qui ont lutté avec lui, les gens qui l'ont amené jusqu'à Kinshasa, la plupart, ce sont des jeunes de Kivu, communément appelés les Kadogo. Une fois arrivé au pouvoir, il va se débarrasser de certains éléments rwandais. C'est logique. Parce qu'ils devaient retourner chez eux. De toute façon, ils n'avaient rien à faire à Kinshasa. Mais il va aller plus loin. Il va même se débarrasser de ces jeunes gens des Kadogo venus de Sud Kivu et du Nord Kivu. Il va s'entourer essentiellement des Katangais. Essentiellement des Katangais. Vous savez, quand vous vous entourez avec des gens qui ne savent pas ce que c'est la défense, vous fragilisez votre sécurité. Mais à la différence de Mouzé Kabila et Félix Tshisekedi, au moment où, en exil, Mouzé Kabila, lui, il s'occupait d'autres choses, de ses commerces, le président Félix Tshisekedi, lui, s'était investi entièrement dans la lutte politique.
Parce que quand je vois des gens dire n'importe quoi, ils disent voilà, il n'a pas de CV, il n'a rien. Ayant vécu aussi en Europe et l'avoir observé, que ce soit avec des gens avec qui il est aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qu'il soit là. Et j'étais convaincu qu'il va tenir tête face à Kagame. Pendant toutes ces années, je dirais même plus de 30 ans, il a compris le monde politique, surtout le monde politique congolais et le monde politique dans la région. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il peut faire face à tout ce monde sans aucune armée. Mais, je vous ai dit tout au début, tout finit comme ça a commencé. Je vous prie de continuer de suivre ces épisodes, parce que ça, c'est le deuxième épisode. Nous allons continuer à décortiquer, étape par étape, comment nous sommes en arrivés là et qu'est-ce qui va suivre. Parce que pour ceux qui me connaissent, depuis plus de 30 ans, ce que j'ai prédit finit toujours par arriver. Je ne suis pas né de la dernière pluie. On connaît le joueur et son jeu. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Nous allons détailler, expliquer exactement ce qui se passe. Pourquoi l'Angola? Vous avez vu dans la vidéo, ça c'est le 31 mai, il n'y a que 3 présidents. Le président Lorenzo de l'Angola, le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Le trio continue toujours de revenir dans le jeu. Et je vous dirai ce qui s'est passé en Angola avant que le président Joseph Kabila ne quitte le pouvoir. Parce que c'est en Angola qu'il a déposé les clés de son pouvoir. Je vous remercie et à très bientôt. Continuez toujours à nous suivre et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Abonnez-vous. À très bientôt.